Les Américains gagnent de l'argent. L'Amérique, comme toujours, s'en sort bien. Une partie de cet argent est détournée en Ukraine ou ailleurs. Goldman Sachs et les entreprises qui pilleront l'Ukraine après la guerre. Goldman Sachs a sélectionné les valeurs qui contribueront à reconstruire l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons Goldman Sachs, la grosse et gigantesque, très célèbre banque, et d'autres entreprises qui prévoient de tirer un énorme profit. Que dire? D'exploiter, de voler l'Ukraine après la guerre. Selon le média norvégien Steigan que nous avons face à nous, l'aide apportée à l'Ukraine serait en réalité une immense arnaque financière. On le savait, maintenant il le réalise et il le démontre. Goldman Sachs a identifié les compagnies qui vont jouer un rôle clé pour la reconstruction du pays. En d'autres termes, ces entreprises seraient positionnées pour prendre le contrôle des richesses de l'économie ukrainienne après le conflit. Il s'agit d'une très vaste opération d'appropriation des terres, des ressources, orchestrée par une des plus puissantes banques du monde, Goldman Sachs quand même. Pour Steigan donc, le soutien à l'Ukraine n'a rien à voir avec une véritable solidarité internationale. Pas du tout. Il s'agirait en fait d'un stratagème destiné à fragmenter le pays au profit des multinationales étrangères. La banque Goldman Sachs aurait dans ce sillage conçu un portefeuille d'investissement axé sur la reconstruction de l'Ukraine, composé principalement d'entreprises européennes. Ce portefeuille met en avant des actions dans les secteurs des machines et de la construction. Par exemple, les entreprises allemandes représentent 26,4% de ce portefeuille, suivi des Français avec 16,4%, tandis que les actions suédoises et danoises comptent 10,8 et 6,2 respectivement. Certaines compagnies se distinguent particulièrement dans leur portefeuille. Heidelberg Materials, un acteur clé du ciment par exemple, détient la plus grande part avec 7,4%. L'entreprise est fortement implantée en Europe de l'Est. Volvo, spécialisé dans les camions et les équipements de construction, représente 7,1% et reste très lié aux infrastructures, y compris en Ukraine. L'entreprise danoise Danske Rockwool a 6,2% et elle est aussi impliquée dans les produits de construction et de reconstruction de l'Europe de l'Est. Des entreprises comme Saint-Gobain 7,3%, Holcim 7,2% et BASF 7,1% occupent également des parts importantes dans cette affaire. D'autres acteurs tels que IBB et Alfa Laval sont intégrés pour leur rôle dans la robotique, l'automatisation ou encore les produits d'huile de tournesol, dont l'Ukraine est l'un des plus grands producteurs mondiaux. En somme, ce portefeuille illustre l'appétit des grandes entreprises pour la reconstruction ukrainienne. Une opportunité économique que certains décrivent comme étant une opération très lucrative, déguisée en aide humanitaire. Et là, on ne parle même pas de toutes les entreprises, de tout le complexe militaro-industriel qui est en train de grandement se remplir les poches avec cette guerre. Goldman Sachs, pompeusement surnommé le calamar vampire, joue depuis longtemps un rôle stratégique pour maximiser ses profits dans les contextes variés. Le surnom de calamar vampire là reflète la manière dont la banque a su établir des positions dominantes, tant financières que politiques, notamment après la crise financière de 2008 créée par BlackRock, ou on va dire ici Larry Fink, qui est directeur de BlackRock. En 2022, NBC News avait déjà évoqué comment est-ce que Goldman Sachs avait rapidement cherché à tirer parti du conflit en Ukraine, dès les premiers jours même de l'opération spéciale russe. Vous pouvez lire ici comment Goldman Sachs profite de la guerre en Ukraine et de l'échappatoire des sanctions. La société de Wall Street a déclaré au public qu'elle réduirait progressivement ses activités en Russie, décrivant ses actions comme soutenant les efforts des États-Unis pour arrêter le président russe Vladimir Poutine. Goldman Sachs, le géant de la banque d'investissement new-yorkaise, profite de la guerre en Ukraine en vendant de la dette russe à fonds spéculatifs américains et en utilisant pour se faire une faille juridique dans les sanctions de l'administration Biden. Alors que le monde occidental s'efforce de défendre l'Ukraine en bloquant l'argent russe, la société agit en tant qu'intermédiaire entre les créanciers de Moscou et les investisseurs américains, présentant à ses clients la possibilité de tirer parti de l'économie russe paralysée par la guerre en achetant des titres de créance à un bas prix maintenant et en les revendant à un prix élevé plus tard, selon 4 sources financières mondiales familières avec cette stratégie. Et donc l'article du NBC News en question explique en détail comment est-ce que ces gars procèdent. Right, let's get more now on that breaking news. The government has sanctioned Roman Abramovich. Perhaps the world's most famous Russian oligarch, Roman Abramovich, has just been sanctioned. L'article est bien détaillé et explique vraiment comment est-ce que ces gars procèdent et ont toujours procédé. Donc ça ne doit pas vous surprendre maintenant qu'ils sont en train de vouloir se faire l'argent sur cette guerre, étant donné qu'ils le font même depuis le début. Au début de la guerre, c'est la Russie qu'ils ont pressé et après la guerre, c'est l'Ukraine qu'ils voudront presser. La présence de Heidelberg Materials en tête des investissements n'est pas anodine. Cette entreprise est
partiellement contrôlée par Goldman Sachs, qui détient également des parts dans Alfa Laval. De son côté, nous avons BlackRock, un acteur financier encore plus puissant que Goldman Sachs, qui semble également être très engagé dans ce jeu-là, de récupérer un maximum de l'Ukraine. Dans sa lettre annuelle de 2022, Larry Fink, PDG de BlackRock, a affirmé que l'invasion de l'Ukraine marquait la fin de la mondialisation, telle que nous, entre de gros guillemets, nous l'avions connue ces 30 dernières années. Et donc voici sa lettre qui est écrite ici. Au moment où j'écris cette lettre, le monde est en pleine transformation. L'attaque brutale de la Russie contre l'Ukraine a bouleversé l'ordre mondial qui était en place depuis la fin de la guerre froide, il y a plus de 30 ans. L'attaque contre une nation souveraine est quelque chose que nous n'avons pas vu en Europe depuis près de 80 ans. Et la plupart d'entre nous n'ont jamais imaginé que de notre vivant, nous verrions une guerre comme celle-ci menée par une superpuissance nucléaire. Je pense que les gars ont vraiment eu mal à toutes les échelles du fait que l'ordre mondial unipolaire est en train de se briser. Hein. Je suppose qu'avec cette guerre, il avait déjà compris que voilà, ce ne sera plus trop ça. Hein, le pater, si, comme vous voulez l'argent de toute la terre, de tout l'univers, ou vous allez même faire quoi de tout l'argent là-haut, personne ne sait. On continue. Avec plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion directe et 20 000 milliards supplémentaires sous gestion indirecte via son système Aladdin, BlackRock représente aujourd'hui l'une des entités capitalistes les plus influentes au monde. Votre talent, notre sauce secrète, notre plateforme. Votre talent, ouais, c'est vous qui tradez. Votre sauce secrète, voilà, c'est vous qui allez voir comment vous allez mettre l'argent et sur quelle stratégie vous allez fonctionner. Mais notre plateforme, disant que Aladdin est à eux. Donc faites de l'argent, mais sachez que c'est pour nous. Bravo. Avec Aladdin, leur intelligence artificielle, les actions de BlackRock sont structurées de près. En réponse au conflit, Larry Fink a clairement exprimé que BlackRock va participer activement à l'effort global pour pouvoir isoler économiquement la Russie. En décembre 2022, un accord entre Volodymyr Zelensky et BlackRock a été conclu pour pouvoir coordonner les investissements dans des secteurs clés de l'économie ukrainienne, en vue donc de sa reconstruction. Et on peut lire sur l'article du CNBC, Zelensky et le PDG de BlackRock, Fink, acceptent de coordonner les investissements en Ukraine. Et l'article s'y traite de cela. Cette coopération s'inscrit dans une vaste stratégie visant à canaliser les financements vers des domaines jugés essentiels à court et moyen terme. Déjà en 2022, le Financial Times décrivait comment BlackRock avait pris la place de Goldman Sachs en tant que calamar vampire à raison de son influence colossale et de ses manœuvres financières extrêmement agressives. Comment le calamar vampire de Goldman a cédé sa place à BlackRock. Pareil, les gars aussi sont très crus dans l'article. L'Occident est en train de préparer un véritable pillage de l'Ukraine de l'après-conflit en appliquant une thérapie de choc néolibérale. Alors que des dizaines de milliards de dollars d'armes continuent d'affluer dans le pays, l'objectif ultime à ce moment-là serait de transformer l'économie ukrainienne au profit des grandes multinationales occidentales. Et quand je parle des multinationales occidentales, je parle de tout ce qui gravite autour de leur influence également, même du côté de l'Asie. En juillet 2022, des responsables des pays occidentaux, notamment des États-Unis, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, du Japon et de la Corée du Sud, se sont réunis en Suisse pour pouvoir planifier l'après-guerre. Et quand vous arrivez sur ce site internet Ukraine Recovery, vous pouvez lire les 4 et 5 juillet 2022. La Suisse et l'Ukraine ont accueilli à Lugano la conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine. Et on peut continuer en bas en découvrant que, initialement, la conférence de Lugano avait été prévue comme la 5e conférence sur la réforme de l'Ukraine, un événement politique annuel de haut niveau. Elle aurait été dans la continuité des 4 éditions précédentes de la conférence qui se sont tenues au Royaume-Uni, au Canada, au Danemark et en Lituanie et qui a permis à l'Ukraine de mettre en évidence ses progrès en matière de réforme et de discuter des prochaines priorités de réforme. Dans le contexte de la guerre russe à grande échelle contre l'Ukraine depuis le 24 février 2022, l'Ukraine et la Suisse ont décidé conjointement de poursuivre l'organisation de la conférence, mais de recentrer les priorités sur un sujet plus pertinent pour l'Ukraine dans la situation actuelle. La conférence de Lugano a été rebaptisée Conférence pour la reconstruction de l'Ukraine et a décidé de se concentrer sur la reconstruction. Lugano a été une occasion unique pour l'Ukraine de partager son plan de relance et de s'engager avec des partenaires internationaux pour établir la meilleure réponse possible aux énormes défis qui l'attendent. Cette conférence donc a débouché sur des projets visant à déréguler les industries, réduire les protections des travailleurs, ouvrir les marchés et surtout privatiser des secteurs entiers de l'économie ukrainienne, le tout bien évidemment au profit des investisseurs étrangers. Comme c'est pratique, cette stratégie est claire. Elle montre que derrière les grands discours de solidarité se cache une volonté réelle de
profiter des opportunités économiques générées par la reconstruction en transformant au passage l'Ukraine en un terrain fertile au profit des Occidentaux, au profit des grosses entreprises occidentales. Donc en gros c'est que l'Ukraine gagne ou perde de cette guerre, les milliardaires occidentaux ont déjà gagné et ils vont gagner encore plus de milliards que ce qu'ils possèdent déjà. En mars 2022, le Parlement ukrainien a adopté une loi exceptionnelle permettant aux employeurs de suspendre les conventions collectives. La nouvelle législation du travail ukrainien pourrait ouvrir la boîte de Pandore pour les travailleurs. Et 2 mois plus tard, il a instauré un programme de réforme durable qui exclut une majorité des travailleurs ukrainiens, notamment ceux employés dans les entreprises comptant moins de 200 salariés. Et ils ont aussi fait des réformes durables sur des protections prévues par le droit du travail. Selon des documents dévoilés en 2021, le gouvernement britannique aurait formé des responsables ukrainiens à persuader une population réticente d'accepter ces réformes antisyndicales. Des documents divulgués montrent que le gouvernement britannique soutient la réforme antisyndicale du travail en Ukraine, ce qui sape la politique de l'Union européenne. Et c'est sur le site internet European Public Service Union. Ces supports de formation reconnaissent l'hostilité générale envers ces changements, mais proposent des stratégies de communication pour pouvoir manipuler l'opinion et obtenir un soutien trompé. Parce que c'est clairement truqué, c'est clairement trompé. Les gens vont valider ce truc, mais sans vraiment comprendre ce qui se passe. Rothschild & Co et BlackRock jouent désormais un rôle clé dans la prise de contrôle de l'Ukraine. Selon Reuters, Rothschild & Co a orchestré l'une des restructurations de dette les plus importantes de l'histoire, ce qui a été perçu par l'Ukraine bien évidemment comme étant une grande victoire et un allègement significatif de sa dette. Conflits, créanciers et accidents de voiture. Comment l'Ukraine a réussi à restructurer sa dette en temps de guerre? Sur Ukrinform, on peut lire: l'Ukraine a achevé avec succès la restructuration de sa dette publique et garantie par l'État d'un montant total d'environ 20,5 milliards de dollars. La déclaration en question a été faite par le ministre ukrainien des Finances, rapporte un correspondant d'Ukrinform. L'Ukraine a annoncé l'achèvement et le règlement réussi de son opération de restructuration de la dette pour 13 séries d'euros d'obligations souveraines et les euro-obligations garanties par l'État émises par Ukravtodor. Voilà ce que indique le rapport. Et donc, l'article explique comment est-ce que la dette a été réglée. Cependant, Steigan souligne que cette restructuration place le pays sous dépendance directe de ces géants financiers. Les Américains ont toujours tenté de gouverner en créant des crises dans le monde. C'était déjà le cas, au moins au XXe siècle, et cela continue de la même manière au XXIe siècle. Après l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis se sont sentis sans égal, après la disparition de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie. Ainsi, plus ils créent de crises, mieux ils pensent que la situation est pour eux. Prenons l'exemple des sanctions. Que se passe-t-il? C'est très simple, les Américains gagnent de l'argent. L'Amérique, comme toujours, s'en sort bien. Elle génère des revenus grâce aux livraisons d'armes et en allouant des fonds à son industrie de défense. Bien sûr, une partie de cet argent est détournée en Ukraine ou ailleurs. Cependant, cela signifie que l'industrie de défense américaine et de nombreux autres mécanismes économiques aux États-Unis continuent de fonctionner. De plus, de nombreuses entreprises ont été incitées à déménager aux États-Unis depuis l'Europe, où il est devenu non rentable de travailler. Autrement dit, les Américains obtiennent ce qu'ils veulent au prix de plus de sang et de victimes. C'est pourquoi les Américains alimentent la guerre. Mais ce système arrive à sa fin. C'est pourquoi ils ont l'impression que le monde leur échappe et résiste par tous les moyens possibles. Historiquement, la maison Rothschild, basée à Londres et à Paris, a soutenu des initiatives majeures comme le financement de l'Angleterre pendant la guerre napoléonienne, la construction du canal de Suez ou encore le financement de la Seconde Guerre mondiale, des deux camps. Depuis avril 2017, Rothschild est conseiller officiel du ministère de Finances ukrainienne. Et cette situation rappelle les pratiques du colonialisme britannique, où l'exploitation économique des territoires allait directement de pair avec le contrôle politique. Vous voyez qu'ils n'ont pas arrêté leur technique, ils n'ont pas arrêté leur stratagème. Et vous voyez aussi globalement que l'intégralité du monde occidental se ressemble dans une certaine mesure. Ils n'ont absolument rien de différent, ils ne font absolument rien différemment. Ils utilisent tous systématiquement les mêmes stratégies. Bref, cette opération en Ukraine représente une gigantesque fraude financière obtenue au prix de milliers de vies humaines, des familles brisées, des personnes traumatisées et j'en passe. Comme l'a dit Dmitry Medvedev dans son interview, les États-Unis trouvent toujours un moyen de gagner de l'argent. Ce sont les autres qui perdent quand ils acceptent leur guerre. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'attends vos avis en commentaire, vos analyses, vos impressions aussi par rapport à tout ça. Je suis sûr que ça va même encore plus profondément que ce qui a été révélé là. J'attends vos commentaires que je vais lire avec grand plaisir et on se retrouve dans une prochaine vidéo.